Bonjour et bienvenue à tous dans Fredpack le Talk, premier épisode de ce nouveau format que je vous propose sur Fredpack, un format qui me tient à cœur puisque chaque épisode je recevrai des hommes et des femmes qui au travers de leur métier font la France d'aujourd'hui. J'aurai aussi l'occasion de recevoir des journalistes pour analyser différents points sociétaux. C'est un podcast qui a pour but d'informer, c'est pas du militantisme, c'est juste dresser un bilan, informer, faire découvrir un métier ou une question sociétale. Et pour ce premier épisode, je suis très content de recevoir Anna qui est enseignante depuis maintenant 4 ans. Comment tu vas, Anna ? Ça va très bien, je suis hyper contente d'être là et d'inaugurer le Fredpack Talk. Le Talk, exactement. Le Talk. Merci à toi d'avoir répondu présente. Je vais te présenter brièvement. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Je t'arrêterai immédiatement. Tout de suite, tu me coupes. En tant que bonne maîtresse, je saurais jouer mon rôle. On est dedans. Alors, Anna, tu as 29 ans. Oui, j'ai 29 ans. Tu vis à Paris. Tout à fait. Tu as fait des études en droit international. Oui. Et ton premier job a été attaché de presse. Mais c'est bien joué, ça. Mais très vite, tu te rends compte que c'est pas un métier pour toi et qu'il te faut un métier qui a du sens. Ouais, exactement. Tu te dis pourquoi pas la médecine, aider les gens, les soigner, mais finalement tu vas te tourner vers un autre sorte d'accompagnement de gens, c'est à savoir l'éducation. Tu vas devenir enseignante contractuelle depuis maintenant 4 ans. Exactement. Est-ce qu'on est bon ? Je suis impressionnée par ce bilan que tu as dressé de ma vie professionnelle. Je l'ai écrit en gras pour te dire à quel point c'est important. Ah ouais, waouh. On va parler de ton métier d'enseignante dans ce podcast, dans ce premier épisode. Parce que pour moi, c'est un des métiers les plus importants de la société partout dans le monde, tu vois, qui construit un peu les bases d'une personne. Et je m'excuse déjà par avance pour te poser des questions qui vont peut-être parfois être bêtes, auxquelles tu as dû répondre déjà X fois, mais c'est tout bêtement les questions que je me pose. Je me dis, si je me les pose, peut-être que d'autres gens se les posent aussi. C'est sûr, et ça me fait hyper plaisir, et il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, c'est vrai, c'est vraiment un truc de prof, ça. Un truc de prof. Il n'y a pas de questions bêtes, Guillaume, lève la main. Oh, qu'est-ce que tu as encore à me poser comme question ? Non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on dit souvent en tant que prof, mais que moi-même, quand j'ai travaillé dans la vente 10 ans, j'étais responsable, et je le disais aussi aux gens qui étaient exactement. avec quand qui je on travaillais, forme, tu vois. on le dit, Exactement. mais c'est vrai qu'on ne l'applique pas toujours parce que on l'applique rarement. Voilà, finalement. On fait tout de suite un disclaimer en disant attends, là je vais te dire un truc, oui bon c'est vrai que c'est bidon, mais bon voilà, tu vois, comme je viens de faire en te disant je vais te poser des questions bêtes. Mais alors donc tu as eu une opportunité de travailler en tant qu'enseignante, que tu as saisie. Et tu arrives dans cet établissement et tu vas être formé au final sur le tas, c'est ça ? Complètement. Par tes collègues. Est-ce que tu peux me dire comment se passe la formation ? Parce que j'imagine que quand tu commences ce taf, toi, tu connais un peu cet univers ou pas du tout ? Vraiment, c'est... Moi, j'ai donné des cours particuliers de russe parce que je parle russe, donc j'ai donné des cours de langue, j'ai donné des cours d'anglais, ça m'est arrivé de donner des cours de soutien, donc je ne connais pas du tout le fonctionnement de l'éducation nationale. J'ai été assez proche de mes profs quand j'étais au lycée, de certains enseignants. Dont mon prof d'éco qui a vraiment changé ma vie et qui m'a donné confiance en moi et qui m'a dit que je pouvais faire des grandes études et j'ai suivi son conseil. Mais c'était quand même dans un coin de ma tête d'enseigner. Je me suis dit peut-être que j'enseignerais l'économie à un moment parce que j'admirais mon prof d'éco, donc je pense que je me projetais un peu comme lui. Et quand je suis arrivée, j'ai été vraiment... mise tout de suite dans une classe, en fait. Généralement, quand on est contractuel dans un établissement public, on a quand même 2-3 jours de formation. D'accord, donc, même si 2-3 jours, c'est quand même peu. Ouais. Moi, j'ai été accompagnée par la directrice adjointe, les profs autour de moi, qui m'ont accompagnée. Au début, je faisais des petits remplacements, notamment en maternelle. Et après... Au bout de quelques semaines, j'ai tout de suite commencé à enseigner en CE2. Et là, pour le coup, c'était vraiment intense, quoi, d'arriver devant une classe, de préparer un cahier journal, c'est le déroulement de la journée. Je connaissais pas, j'ai appris le vocabulaire sur le tas, j'ai appris le jargon sur le tas. Et j'ai eu la chance d'être hyper bien accompagnée, donc ça, c'est incroyable. Mais c'était assez intuitif, quoi, au début, quand même. C'est quoi tes premières impressions quand tu te retrouves dans la classe, en face d'élèves pour la première fois ? Moi, j'oublierai jamais, parce que déjà, c'était des élèves qui n'avaient pas eu de... Enfin, qui allaient avoir une nouvelle maîtresse parce que leur maîtresse était en train de partir. Ils étaient hyper contents de m'accueillir. Ils avaient fait des petits panneaux comme ça où c'était marqué « Bienvenue Anna ». Et j'ai senti tout de suite qu'ils mettaient en moi une confiance énorme, en fait. Donc, ils me faisaient tout de suite confiance. Ils ne remettaient pas du tout en doute mes capacités d'enseigner alors que je n'avais pas enseigné avant ça. Et j'ai trouvé ça incroyable, cette confiance aveugle qu'on peut faire à quelqu'un... ils ont vraiment remis leur... ils m'ont donné un pouvoir énorme, en fait. Ouais, carrément. C'était CE2 déjà CE2, C'était CE2, ok. Et ça s'est décidé parce que tu arrives à ce moment-là, qu'il y avait une prof qui partait avant. Qu'il y a plein d'écoles, en fait, qui cherchent des profs. Il y a plein d'écoles qui cherchent des profs, qui... En fait, pour enseigner en tant que contractuel, il faut un bac+3.
D'accord. Moi, j'avais un master et ils cherchaient des profs, des gens qui étaient capables de pouvoir tenir une classe, enseigner. Ok. Et il y en a pas. Enfin, finalement, c'est quand même un métier qui est à la fois très attractif parce qu'il a énormément de sens et à la fois les conditions dans lesquelles on exerce en France par rapport, pas dans l'absolu, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de chance de pouvoir exercer notre métier, mais par rapport à d'autres métiers qui nécessitent le même niveau d'études, c'est-à-dire bac plus 5, on exerce quand même dans des conditions qui sont moins bonnes. Ouais, complètement. Moi, mes copines qui ont fait Sciences Po, qui ont fait l'école d'avocat, qui ont fait HEC, qui ont fait des écoles de commerce, d'ingénieurs, etc., elles ont des bien meilleurs salaires que moi. Alors, les conditions de travail, parfois sont meilleures, parfois sont beaucoup moins bonnes, ça dépend. Mais en tout cas, au niveau de la rémunération, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais, c'est vrai. On en reparlera un petit peu plus tard dans ce podcast. Tu parlais de ça, d'être contractuel. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà la différence entre être contractuel et de passer le concours pour être fonctionnaire? C'est quoi les principales là où les différences? En fait, mais ça, c'est pas que pour les profs. Hein. Donc, on peut être c'est-à-dire que pour devenir fonctionnaire, généralement, on passe un concours de la fonction publique. Pour devenir prof, on passe le CRPE pour le primaire et ensuite le CAPES pour le secondaire. Quand on a passé ces examens-là, on peut aussi passer l'agrégation. Ça, c'est le plus haut niveau pour enseigner, en fait. En dehors de ça, depuis que l'État existe, on a besoin de personnes qui sont des contractuels qu'on va embaucher pour des CDD parce qu'il y a toujours un besoin de comme dans tous les milieux, finalement. À un moment donné, il y a besoin, il y a quelqu'un qui part en vacances, en maternité, etc. Avec raison, quoi. Et dans ces cas-là, l'État fait appel à des contractuels, des gens qui ne sont pas fonctionnaires, qui n'ont pas passé de concours, mais qui le rémunèrent. Moi, je suis rémunérée par l'Éducation nationale, c'est mon employeur, c'est eux. Et puis, quand on rentre dans la fonction publique, notamment quand on est prof, comme il y a beaucoup besoin de profs, on est encouragé en fait ensuite à devenir titulaire et à titulariser. Il y a eu des grandes vagues de titularisation dans les années 50 par exemple. Il y avait beaucoup de profs contractuels qui ont été titularisés parce qu'on avait besoin d'enseignants. Donc c'est vrai que toute cette polémique autour des contractuels, elle est à la fois légitime et à la fois elle ne l'est pas parce que souvent c'est des gens finalement qui se reconvertissent, qui sont hyper motivés, qui sont très impliqués dans leur métier, très investis. Et il peut y avoir aussi des gens qui sont titulaires, c'est-à-dire qui ont passé le concours après avoir fait un master, un master 2 de sciences de l'éducation par exemple, qui arrivent, qui ont 21 ans, qui sont assez jeunes, ils se retrouvent devant une classe et là finalement ils se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on leur avait appris en théorie en master et qui finalement se retrouvent à abandonner. Donc être contractuel, ça peut aussi être une voie d'entrée dans l'enseignement et moi très souvent quand on me demande, je dis vas-y, essaye en fait. Si on a besoin d'enseignants motivés, tu as envie de faire ça, tu as envie de te reconvertir, c'est exactement le type de profil dont on a besoin pour les enfants. Et quand tu es contractuel, tu peux postuler entre guillemets dans n'importe quelle école qui recherche? Dans les écoles privées, oui. Donc école privée sous contrat, tu peux postuler parce que dans le privé, en fait, c'est les chefs d'établissement qui choisissent qui peuvent choisir leurs enseignants. Par contre, dans le public, tu as une plateforme qui s'appelle Achloé sur laquelle tu peux laisser ton CV, ta lettre de motivation et on te recontacte si ton académie a besoin de profs. D'accord, mais donc dans tous les cas, même quand tu travailles dans le privé, tu es rémunéré par l'État. C'est l'employeur, entre guillemets, est la même. Alors, privé sous contrat, c'est-à-dire que tu es obligé de suivre le programme de l'Éducation nationale, mais ça peut être un privé confessionnel. Donc, par exemple, dans le privé juif ou catholique, tu vas avoir des cours qui sont culturels ou religieux en fonction de la confession de l'école. Ça peut être un privé laïque dans lequel tu vas avoir des cours différents, je sais pas, plus de sport, plus d'art, plus de langue, par exemple, dans les privés bilingues, tu vois, des trucs comme ça. Dans tous les cas, tu es obligé de suivre le programme en entier, comme toutes les écoles publiques. Mais donc, du coup, il y a une charge de travail qui est un peu plus grande. Qui est un peu plus importante, Donc là, tu es contractuel. À l'heure où on se parle, donc on est le 18 avril, tu as passé les concours pour être fonctionnaire. Donc tu auras les résultats dans quelques semaines, à début mai, c'est ça les premiers résultats? 3 mai, les résultats. Ça s'est bien passé? Franchement, j'étais contente. Maintenant, j'ai peur de le dire. En plus, là, c'est enregistré. Donc, si je dis que je suis contente et qu'après, je les ai pas... Surtout que ça sortira sûrement après avoir les résultats. Donc, c'est la meuf, genre, c'était incroyable. Non, franchement, l'expérience est trop chouette, quoi. Enfin, moi, je vais avoir 30 ans là, cette année. Je me suis remise dans un concours... je sais pas, tu vois, cette excitation de tout donner, d'être là, de réfléchir. En plus, je trouve que pendant le concours, tu apprends des trucs parce que ton cerveau, il est tellement sollicité, genre tu es tellement concentré, c'est rare qu'on soit concentré comme ça, surtout à notre époque. C'est vrai. Mais de manière générale, dans l'absolu aussi, je pense qu'il y a 30 ans, c'était rare aussi qu'on soit concentré comme ça, mais que toute l'énergie de ta vie, elle est concentrée sur
ta page, la question qu'on te pose, ta feuille, et c'est fou ce qui se passe, enfin, genre les réflexions que tu peux avoir. Je sais pas, c'est une aventure. Moi, j'ai kiffé, j'ai trop kiffé. Et pourquoi passer le concours, toi, du coup ? C'est quoi ? C'est pour avoir une stabilité dans ton métier ? Déjà, je vais être mieux rémunérée, donc ça, c'est important quand même. Ensuite, je vais vraiment être titulaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi une histoire pour moi quand même de statut vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des élèves. Je pense que contractuel, c'est un bon statut quand on est dans une forme de... on sait que ça ne va pas durer toute la vie. C'est-à-dire qu'on est contractuel maintenant parce que, je ne sais pas, on a déménagé, parce qu'on veut essayer, parce qu'on veut voir si l'enseignement nous plaît. Et pour le coup, c'est génial de pouvoir commencer à vraiment rentrer dans la pratique sur le terrain tout de suite parce que c'est ça qui compte en fait. C'est vraiment d'être face aux élèves. Maintenant, si on a envie de faire ce métier, c'est mieux de passer le concours parce qu'on est titulaire, on aura toujours un poste à la rentrée, on a la sécurité de l'emploi. Et face aux élèves, nous aussi, on a passé un concours pour enseigner. On va aussi passer une année à apprendre comment transmettre. Avec des choses qu'on garde, des choses qu'on laisse. La plupart des profs, en plus, ils sont très autodidactes. Ils lisent de leur côté la pédagogie freinée, Montessori. Enfin, tu vois, c'est des gens, généralement, les profs passionnés, qui ont déjà une bibliothèque hyper remplie, qui ont envie de comprendre comment est-ce qu'on transmet le mieux. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire ? Toi, tu passes ce concours pour enseigner justement dans la primaire, dans le secondaire, tu choisis directement ? Ouais, c'est pas le même concours. En gros, je peux enseigner en primaire et en Ulysse. Donc, ça serait plutôt la 6e. Ulysse, je ne connais pas très très bien le fonctionnement d'Ulysse, mais je sais que c'est pour les élèves qui sont en difficulté. D'accord. Au final, parce que je pense à ça, mais au final, si je peux faire un parallèle avec contractuel, c'est comme si tu étais en intérim, entre guillemets. Tu as ce truc-là d'intérim où tu peux bosser en intérim comme tout le monde. Et après, si tu es passionné, tu peux se dire, je vais essayer de passer en CDI, entre guillemets. Ça, c'est un peu... on pourrait faire un peu ce parallèle-là. On pourrait carrément, En fait, c'est comme si tu étais embauché par l'État pour remplir une mission ponctuelle. Sauf qu'en fait, on a toujours besoin d'enseignants. C'est-à-dire qu'initialement, c'est quand même un statut qui est prévu pour combler à un moment donné, parce qu'il n'y a pas assez de profs à ce moment-là. Finalement, il n'y en a jamais assez. Surtout dans certaines régions. Là, nous, on habite en Île-de-France, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Et à chaque rentrée, c'est la même chose. Et tu as voulu rester parce que tu connaissais le primaire, tu as voulu rester un peu dans ce... Tu n'as pas fait le tour encore, Non, moi j'adore. Déjà d'avoir une classe, des élèves que tu suis toute l'année, tu peux suivre leur progression. Il y a un vrai lien qui se crée avec les enfants. Et puis, j'ai toujours été très pluridisciplinaire. Donc, tu vois, j'ai fait ES, j'aimais les maths, j'aimais le français, j'aimais l'histoire, j'aimais tout. Et je trouve ça vraiment enrichissant de pouvoir transmettre toutes ces différentes matières. Et aussi, depuis que je suis enseignante, je me suis beaucoup cultivée, en fait. Déjà, j'aimais lire, déjà, c'était des choses qui étaient importantes pour moi, mais sur le tas aussi, j'ai dû apprendre plein de choses pour les enseigner, parce que on peut pas enseigner quelque chose qu'on connaît pas très bien. Il faut maîtriser ses enseignements. Et être prof des écoles, je trouve que c'est un des métiers qui cultive le plus. Ouais, oui, parce que forcément pour transmettre, il faut que tu connaisses toi-même et donc ça t'oblige à... Et ça, c'est trop bien, parce qu'en fait, pour ton taf, tu dois lire, apprendre, connaître l'histoire de la France, la géographie, tu dois savoir comment fonctionnent les maths, le français, la langue française, la grammaire, c'est trop bien. Enfin, il faut être curieux un peu de tout et s'intéresser à plusieurs choses, donc si ça te correspond, c'est top. Si c'est ton tempérament de base. Si ça ne te correspond pas, Alex, il n'y a aucun problème, personne ne te force à devenir prof. Non, moi je sais que je ne pourrais pas, et chacun doit connaître ses limites. Si toi tu aimes apparemment tracer des triangles équilatéraux, mais il n'y a aucun problème. Non, on en reparlera vite fait, moi je suis très nul dans tous ces trucs-là, mais je suis content qu'il y ait des gens comme toi, Anna, qui sont là pour aimer ça et pour nous faire aimer ça surtout, c'est le plus important. Mais juste pour finir sur le concours, comment il se passe ? Tu passes des épreuves, tu dois réviser un truc, il y a des épreuves à passer. Et oui. C'est comme... tu dois réviser, t'arrives comment ? C'est la surprise. C'est la pochette surprise. Et aujourd'hui, est-ce que t'as un thème physique quantique. Ouais, voilà. Est-ce que t'as un thème ? Est-ce que c'est comme le bac où t'as plusieurs matières et tout ? Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas comment. Et je vais tout expliquer. Dis-moi tout, parce que je sais pas. Moi, je connais rien. Moi, je connais que le grand concours des animateurs sur TF1 où ils se posent des questions. C'est tout. À part ça, je suis perdu. Et il y a un thème ? Il y a un thème, bref, on va pas parler de ça. D'accord. Oublions ça. Oublions le grand concours. Donc, il y a 3 épreuves écrites, français et maths, classique. Et ensuite, il y a une épreuve d'application. Donc là, tu peux choisir entre sciences, histoire, géographie, éducation morale et civique et art. D'accord, ok. Moi, j'ai choisi histoire, géographie, éducation morale et civique. Parce que c'est ce que j'ai fait des études de relations internationales. Franchement, pour moi, c'était le plus intéressant. Et
Pardon ? Je t'en prie. C'était un plaisir. Plaisir de t'entendre tousser juste à côté du micro. Et en plus, le thème était génial. C'était sur Simone Veil. Ouais. Seconde Guerre mondiale, construction européenne. Enfin, c'était passionnant et ça m'a donné envie d'avoir une classe de CM2 pour faire ma propre séquence. Et donc, du coup, tu as 2 jours de... Ça se passe sur 2 jours, les épreuves jours, un jour français et le lendemain maths, histoire pour moi, du coup. Ok. Et après, tu as les résultats. Est-ce qu'il y a un quota ? Est-ce qu'ils acceptent seulement un nombre précis de... Alors, ils ont un nombre de candidats. Ouais. Évidemment. En fait, comme c'est pas si tout le monde avait une bonne note, ce serait un examen, donc du coup, tout le monde passerait en gros. Là, il y a un nombre évidemment de candidats. Et puis, il y a une note éliminatoire aussi. Enfin, tu vois, en dessous de 5, je crois que tu peux pas, si mes informations sont justes. Attention, disclaimer, je peux me tromper. Avec des pincettes. Okay. Allez vérifier par vous-même. Mais voilà, il y a une note éliminatoire. Si évidemment tu rends copie blanche, 0, c'est éliminatoire. Okay. Et ensuite, tu as des épreuves orales. Ok. Donc, application français, application maths, EPS, connaissance du système éducatif. Il y en a une 4e, je crois. Ah oui, et moi j'ai choisi anglais aussi. Okay. Anglais facultatif, mais c'était facultatif. J'étais pas obligée de choisir anglais. Tu voulais juste un peu te la raconter. I want to me la péter. Ouais, d'accord. Non, mais écoute, et donc les résultats, là, le 3... T'as tous les résultats le 3 mai ou t'as plusieurs... Admissibilité le 3 mai. Et si je suis admissible, je pourrais passer les oraux. D'accord. Et j'ai reçu un mail de ma prépa, genre... Bon, c'est bientôt les résultats. Alors, pour se préparer aux oraux, première solution, vous avez les résultats, youpi, bravo. Ouais. Deuxième solution, oh, je suis tellement désolée pour vous, vous n'avez pas eu les écrits. Mais c'est quand même bien de se préparer aux oraux. Troisième solution, oh, je suis trop triste, vous n'avez pas eu les écrits, je suis trop désolée pour vous. Et vous n'avez pas envie de vous préparer aux oraux. C'est bien, t'as préparé à tous les scénarios. Tous les scénarios possibles. Ça, c'est cool. Et donc, après les oraux, et après, si tout se passe bien, d'ailleurs, je te le souhaite que tout se passe bien pour toi et que tout se passe, voilà, que tu as ton concours. Comment est déterminé là où tu vas étudier, là où tu vas enseigner plutôt l'année prochaine? Tu passes par académie en fait. Tu passes ton concours par académie. Ensuite, tu es affecté dans une école. Si tu es dans le public, si tu es dans le privé, tu postules. Ok, d'accord. Donc en amont du concours, en fait, tu dis je passe dans cette académie-là pour enseigner dans ce secteur-là. En gros, c'est ça. Ouais. Et après, tu choisis directement public ou privé quand tu passes le concours. Tu es obligé de choisir. D'accord, tu dois choisir. Et tu peux pas, normalement, tu peux pas passer de l'un à l'autre, quoi. Ah, et même en cours de... Par exemple, si tu es dans le public... Tu dois repasser ton concours. Tu dois repasser pour... Ouais. Okay. Parce que c'est 2 concours, du coup... Franchement, c'est un peu bête, je trouve, comme manière... Enfin, pardon, attention. Ah non, c'est ton avis, c'est pas une vérité absolue. On est d'accord. Ah bon? J'essaie de me mettre de ton côté. Ouais, merci. Non, mais je me dis que, en fait, enseigner dans le privé ou dans le public, ça dépend aussi de là où tu habites, de tes projets actuels, de l'école, Enfin, tu vois, je vois quand même beaucoup de profs qui sont dans le public et qui sont vraiment trimballés, mais pendant des années, quoi, des trimballés à faire un mi-temps là, un quart-temps là. Oui, parce que j'ai ce truc-là dans ma tête, moi, de quand t'es fonctionnaire dans le public, déjà, t'as l'impression que t'as pas... Enfin, tu me dis, mais j'ai l'impression que t'as pas le choix forcément de là où tu vas être, et tu vas être assigné là où il y a besoin, et qu'il n'y a pas forcément une stabilité, en fait. Bah ouais, c'est vraiment un gros problème. C'est vrai, ça se passe comme ça, du coup. Bah oui, moi, je reçois plein de messages de profs qui me disent, mais attends, l'école juste à côté de chez moi, ils cherchent une prof, moi, ils m'ont envoyé à l'autre bout du département. Ça n'a aucun sens. Et des gens qui pètent des câbles avec le rectorat et qui leur disent mais c'est pas possible, enfin franchement qu'est-ce que vous faites pour ne pas me donner le poste qui est genre en bas de chez moi, côté, et je comprends, ça les rend fous. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que potentiellement tu dois repasser un concours pour passer dans le privé, parce que sinon en fait, ça serait peut-être plus trop simple et on perdrait des gens dans le public, tu penses? C'est un peu... Dans le privé, ce qui est mieux, c'est qu'effectivement, tu peux choisir. Si le chef d'établissement, évidemment, s'il y a un poste, etc. Mais tu as quand même beaucoup plus de liberté. Et c'est un peu c'est aussi... Ça, je sais que ça fait polémique, mais en fait, du coup, si on te choisit aussi en fonction de le prof que tu es, la manière dont tu t'investis, la manière dont tu enseignes. Donc, en fait, on t'affecte pas à une école. Pourquoi ça fait polémique, tu me dis? Parce que c'est une vision du monde qui est plus imprégnée de l'entreprise, en fait. Oui. Tu vois, c'est l'entreprise qui va choisir ses candidats en fonction de leur CV, en fonction de... Voilà. Et à la fois, moi, je trouve que l'aspect positif de ça, c'est que toi, ça te pousse forcément à avoir envie qu'on te choisisse. Ouais, donc le meilleur à de toi-même. Le meilleur de toi-même et pas à te reposer sur tes lauriers. Même si, je le répète, évidemment, les profs du public ne se reposent pas du tout sur leurs lauriers. Bien sûr, c'est pas ça. C'est pas ce que je dis. Mais ça peut avoir... Voilà, ça peut avoir des effets vertueux, ça peut aussi avoir des effets négatifs parce que du coup, tu es beaucoup plus
potentiellement t'es plus discriminé, tu vois. Ouais. Oui, parce je comprends. Le chef d'établissement, il a décidé qu'il aimait pas ta gueule, tu rentres pas. Et ça, c'est un problème aussi. Donc en fait, il y a des aspects positifs des deux côtés. Ok. Et dans l'enseignement même, il y a une différence entre enseigner dans le public ou dans le privé ? Non, aucune. Enfin, tu suis le programme. En soi. Exactement. Après, ça dépend où tu es situé, comment... Voilà, tes élèves, de toute façon, les enfants, ils n'ont pas choisi où est-ce qu'ils étaient. Enfin, moi, je trouve qu'il y a pas, c'est pas plus vertueux particulièrement d'enseigner dans le public. C'est sûr qu'il y a des écoles dans lesquelles il y a plus de difficultés en fonction de l'endroit où tu vis et tout. Et ça, d'ailleurs, ces profs-là qui enseigneraient plus, ils ont plus de gratification. Voilà, même si c'est très dur pour eux, évidemment. Mais il n'y a pas de différence. En tout cas, sur ce que tu dois faire, il n'y a pas de différence. Mais du coup, choisir public, t'as des avantages. Je veux dire, parce que financièrement, c'est la même chose en termes de salaire ou c'est. Je crois, mais encore une fois. Alerte rouge, oui. disclaimer. Tout à fait, mais tu veux bien le dire. Non, mais je le dis parce que. Oui, t'as raison. Après, tu dis un truc et c'est monté en. Ouais, carrément, t'as raison. Je crois que t'es un petit peu moins bien payé dans le privé. Un peu moins, d'accord. Ok. Parce que je me dis, si l'inconvénient, il y a un des inconvénients, c'est d'être un peu trimballé. Il faut quand même qu'il y ait des avantages à côté de se dire, de pousser les gens qui passent le concours à aller dans le public plutôt que dans le privé, principalement, tu vois, parce que. Bah oui, non, mais franchement, la plupart des gens le passent dans le public d'ailleurs. Hein. Ok. Ouais. Parce que, alors après, ça dépend, encore une fois, ça dépend de ta région, ça dépend de thèse, ça dépend de l'école que tu vois, s'il y a une école que tu adores, qui est une école privée, que tu sais que tu vas avoir un poste et que tu as envie de le passer et que de toute façon, tu te dis, bon, bah écoute, si jamais un jour je vais enseigner. Parce que là, par exemple, si je déménage à Marseille, je peux demander un mouvement à Marseille, mais ça sera peut-être plus rapide de repasser le concours, en fait, parce que ça prend du temps, tu vois, ils sont pas obligés de l'accepter. Parce qu'au final, peut-être que quand tu es en province, d'être dans le public, c'est peut-être plus simple. Enfin, il n'y a pas 10 000 écoles privées. Alors que là, ici, en Ile-de-France, c'est autre chose. Quand tu es envoyé au fin fond de l'Essonne, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, carrément. Pour parler des cours, à quel point tu es libre de préparer le cours que tu veux faire ? Alors, il y a un concept qui s'appelle la liberté pédagogique, qui est que la manière dont tu enseignes et la manière dont tu transmets, dont tu vas arriver jusqu'aux acquis qu'on attend de toi, jusqu'aux compétences, faire travailler certaines compétences, elle est complètement à ta propre... c'est toi qui décides. Ton appréciation personnelle. Exactement, ton appréciation personnelle. Comment est-ce que tu veux transmettre, c'est toi qui vas le décider. Même les manuels, en fait, ils essaient de répondre au programme, aux attendus, aux compétences, mais ils sont tous différents parce qu'il y a certains manuels qui vont privilégier une certaine approche, d'autres qui vont en privilégier une autre. Alors, j'ai le sentiment que de plus en plus, les programmes sont de plus en plus précis, ils apportent de plus en plus de précision justement pour guider davantage les enseignants vers certaines méthodes spécifiques. Tu vois, par exemple, on parlait de la méthode Singapour. Donc là, il y a les nouveaux programmes du cycle 2 qui sont sortis. Cycle 2, c'est CP, CE1, CE2. Ils disent pas Singapour dans le programme. Mais tu comprends. C'est un Singapour qui ne dit pas son nom parce qu'en fait, c'est vers cette méthode-là qu'ils ont envie de t'emmener. C'est quoi la méthode Singapour, juste pour moi, je la connais pas très bien. Ouais. C'est une méthode de mathématiques qui encourage davantage la manipulation, par exemple. Oui, parce que je crois que j'avais vu un passage de Quotidien où ils avaient reçu une enseignante qui nous démontrait ce truc-là avec des chiffres, enfin des couleurs, des associations de couleurs avec des chiffres, etc. Donc c'était ça. C'est beaucoup de manipulation, mais les profs de primaire, ils n'ont pas attendu les programmes pour utiliser ce genre de méthode où on encourage la manipulation, où on encourage davantage la visualisation. C'est très dur de conceptualiser quand on est un enfant. Donc c'est ça qu'on essaie d'aller vers ça. On essaie d'aller de l'abstrait, d'essayer d'accompagner les élèves pour qu'ils puissent conceptualiser aussi ce que ça veut dire un nombre, ce que ça veut dire 18, de voir tout de suite les unités, les dizaines, et de pas juste voir 18. Juste la forme, exactement, le chiffre. Donc c'est très bien, mais les enseignants le font déjà en fait. Et donc pourquoi au fil des années, on tend à pousser peut-être des enseignants vers une éducation d'une méthode plus qu'une autre, ou tu me dis que des fois dans les manuels maintenant exemple, c'est dit sans être dit, mais bah oui, alors en orthographe c'est pareil, on va privilégier l'approche graphémique, donc on va privilégier de reconnaître ce qui est écrit, donc les graphèmes, les lettres écrites, ce qui est écrit, plutôt que d'apprendre par les sons. Parce qu'en fait, un graphème, il a souvent, donc c'est-à-dire ça peut être 2 lettres, ça peut être une seule lettre, c'est des couples de lettres, ou une seule lettre, ou même 3 lettres parfois. Ils ont peu de sonorité, en fait. Ils ont peu de phonèmes. Par exemple, A-I-N, ça fait un, tu vois. Alors que le son un, il peut être écrit UN,
AIN, EN. Et donc, en fait, si tu privilégies une approche où d'abord tu vas reconnaître ce qui est écrit, tu vas devoir reconnaître ce qui est écrit, peut-être 1 ou 2 phonèmes, peut-être 1 ou 2 sons, mais ça va être, en termes de mémorisation, c'est beaucoup moins lourd pour les enfants que d'apprendre le son 1 et d'apprendre les 6 phonèmes ou plus, tu vois, qui correspondent à ce son. D'accord, ok. Et donc justement, toi, tu as cette approche où on le voit d'ailleurs sur tes réseaux, la vie d'enseignante pour ceux qui veulent te suivre, où tu apprends les choses en musique très souvent, que ça soit une table de multiplication, une leçon, une règle de français, etc. Cette idée-là, c'est un truc qui existe depuis longtemps, cette manière d'enseigner-là ? En fait, les profs de tous les pays, je pense, ils ont toujours chanté pour transmettre, pour faire apprendre et mémoriser surtout. Moi, ma mère, elle est née en URSS, elle vivait à Moscou, et elle me disait les tables de multiplication, on les chantait, nous, à l'école. Et c'est comme ça qu'on les apprenait. Et c'est vrai que je trouve que en tout cas, moi, j'aime chanter. Dans ma classe, il y a beaucoup de moi, en fait. J'aime chanter, j'aime la musique, je suis intéressée par l'histoire. Enfin, toutes les choses que moi, j'aime et qui rentrent, évidemment, dans le programme, j'essaye de les apporter. J'essaye toujours de faire venir en classe des gens intéressants pour que les élèves puissent les rencontrer. J'essaye de leur apporter aussi des choses qui pourront peut-être leur servir et de faciliter l'apprentissage. Je pense que apprendre, c'est vraiment directement corrélé avec la joie qu'on a et qu'on ressent quand on apprend quelque chose. Si on apprend dans la peur, dans la terreur, alors on n'aura plus jamais envie de continuer à apprendre des choses dans la vie, que ce soit à l'école ou que ce soit ailleurs. Et on a longtemps fait croire aux gens que c'était le fait d'être dur et le fait d'être presque humiliant qui allait permettre aux élèves d'être des bons élèves et de vraiment bien comprendre les choses. Et en fait, quand on est stressé, quand on a peur, notre cerveau, il est en situation de stress, donc il n'est pas du tout en mesure d'intégrer des nouveaux enseignements. Alors que quand on est dans la joie, on va associer l'apprentissage de l'école avec un moment positif, et c'est là qu'il va vraiment se passer quelque chose. Ça va résonner. Mais parce qu'en vrai, on a tous en plus ce souvenir d'un ou d'une prof méchante ou très dure, et en fait, et tu retiens ça. Bien sûr. Tu retiens pas le cours ou la leçon ou je sais pas quoi, tu vois, tu retiens cette prof a été relou, lui il était chiant. C'est sûr, tu te souviens pas quand elle t'a tiré les oreilles, qu'est-ce que vous étiez en train de faire comme leçon en fait, parce que toi ce dont tu te souviens c'est que c'était traumatisant, que c'était humiliant pour toi et que en fait ça t'a donné envie de rester chez toi le lendemain. Mais ça a changé parce que moi en tout cas, j'ai pas vécu ce truc là d'apprendre des trucs en chanson. Moi je trouve ça super bien, franchement je trouve. En vrai, je me dis c'est bête mais c'est un procédé qui existe depuis toujours dans la pub. Les pubs qu'on retient, c'est celles où il y a une chanson, une sonorité. Tu vois, on va Carglass, on va retenir parce que tu vois. Carglass répare, voilà, tout le monde connaît la chanson. Carglass remplace. Et c'est un truc au final banalisé dans la société. Mais je trouve que dans l'éducation, c'est pas un truc, c'est pas une méthode. Je trouve pas hyper répandue, quoi. Non, parce que il y a cette idée que l'éducation c'est quelque chose de très sérieux, l'enseignement c'est quelque chose de très sérieux, et du coup comme c'est très sérieux, c'est pas du tout compatible avec le chant, la musique, avec des choses qui sont plus légères et à la fois qui sont très sérieuses. Chanter, moi je suis fille de musicien, c'est très sérieux. La musique c'est très sérieux aussi. Mais c'est vrai que cette idée existe, j'ai l'impression qu'il faut enseigner des choses très sérieuses. Et moi, je me prends des commentaires de mecs de master MEF de 21 ans qui n'ont jamais mis les pieds dans une classe et qui sont hyper virulents, que je lis plus d'ailleurs, mais je laisse les gens répondre à ma place parce qu'ils le font beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que c'est le nivellement par le bas, c'est insupportable. Et moi, je trouve que c'est vraiment ce discours-là qui est insupportable, en fait, parce que quand on en est à un point où transmettre quelque chose dans des bonnes conditions, ça devient le nivellement par le bas, c'est qu'on n'a pas du tout la même vision de l'enseignement. Et je me demande, en fait, qu'est-ce qui, pour eux, relève de l'enseignement. Avant, on dit avant on réussissait mieux. Bah oui, avant il y avait beaucoup moins de gens qui avaient accès à l'éducation. Il y avait juste une démographie qui n'était pas la même. Pas tout le monde allait à l'école en fait. Il y avait des profs qui étaient durs, stricts, pas tous mais la plupart. Ils traçaient et ceux qui n'y arrivaient pas, ils partaient en fait. Donc forcément, on se retrouvait à la fin, il y avait que le haut du panier. Aujourd'hui, on essaye de donner à tous les enfants les chances de réussir. Donc forcément, c'est sûr, dans une classe, moi je suis enseignante, il y a de nombreux enfants qui ont des difficultés, il y a de nombreux enfants qui ont des troubles de l'attention, il y a de nombreux enfants qui vont très vite et qui tracent, il y a de nombreux enfants qui ont des problèmes relationnels. En fait, c'est une diversité d'individus. On ne peut pas
c'est pas homogène une classe. Même une classe de niveau, c'est pas homogène en fait. Bien sûr. Donc comme partout. Comme tous les mêmes dans une société. Donc arriver en classe et balancer le cours et parler de manière incompréhensible pour les élèves, ne pas apporter quelque chose de l'ordre de, je sais pas, émotionnel. Enfin, je trouve que c'est ça aussi qui permet de bien retenir, c'est quand on a un souvenir émotionnel fort et positif, ça n'emporte pas toute la classe. Et moi, je veux que tous mes élèves puissent arriver en CM1 et être à l'aise. Alors, ça ne sera pas le cas de tous, même si moi, je le veux, mais c'est mon objectif. C'est mon objectif. Et je pense que ça doit être ça qu'on a en tête, en fait. Parce qu'une fois qu'ils ont terminé leur scolarité, qui est obligatoire, ils vont devoir y passer à l'école, après, ils pourront choisir. Il faut leur donner le choix. Bien sûr. Mais comme tu dis, ça doit être l'objectif, je pense, quand on enseigne. Oui. Ça doit être l'objectif commun de tous les enseignants, que tous les élèves réussissent à aller donner les armes aux élèves. En tout cas, de trouver dans l'école quelque chose qui leur plaît. Tu vois, t'es pas obligé. Oui, c'est sûr que quand tu as des difficultés à écrire, à te concentrer, quand la maîtresse elle va te dire allez, on écrit la leçon, pour toi, ça va être dur. Ça va être dur parce que tu sais que c'est un moment où tu as besoin de te concentrer énormément, que écrire, ça te donne mal à la tête. Ça va être difficile. Par contre, cette leçon, tu sais qu'après, on va la chanter. Tu sais qu'ensuite, tu vas pouvoir travailler en groupe avec les d'autres élèves, que tu vas être hyper autonome. Tu sais qu'il va y avoir un moment de travailler en autonomie. Tu sais que tu vas présenter ton exposé. Plein de choses dans lesquelles toi, tu es plus à l'aise. Et donc, au final, tu t'y retrouves à l'école quand même. Ok. Et tu as déjà eu des réactions, tu parlais des réactions sur les réseaux, bon ça on les met de côté parce qu'on on changera jamais ça, mais des réactions de parents d'élèves ou de collègues qui comprenaient pas forcément cette méthode-là de l'éducation, où ça va, tout le monde est compréhensible, tout le monde comprend ton... Franchement, non, j'ai jamais eu d'énormes critiques négatives. Au contraire, j'ai l'impression que les parents, en tout cas les parents qui me connaissent et qui me suivent et qui savent que j'ai cette page, ils sont assez heureux, en fait. C'est mon sentiment, peut-être qu'ils me le disent, en tout cas ceux qui ne le sont pas me le disent pas, mais ils sont assez contents que la maîtresse de leur enfant, elle soit impliquée et motivée. Mais je pense que c'est un ressenti général, parce que c'est aussi pour ça. J'ai regardé que tu avais quasiment 190 000 personnes qui te suivent sur Instagram, c'est énorme, mine de rien. C'est fou. Et parce que je pense qu'effectivement, cette méthode-là est, je pense, pas courante, démocratisée du moins, et ça change, et je pense que les gens apprécient. Alors il y a toujours une minorité qui n'aime pas, de toute façon, comme tout, mais les gens apprécient, et moi qui lis les commentaires, qui lis un peu les commentaires sous tes posts, les gens sont là, c'est trop bien, mon enfant retient ça, c'est vrai que moi aussi j'essaie de faire ça à la maison, etc. Et donc en vrai je pense que les gens, la majorité est quand même globalement satisfait, content de voir ça, quoi. Il y a plein, franchement, déjà les commentaires sont extrêmement positifs, la majorité des commentaires. Il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui m'écrivent très souvent. Et attends, excuse-moi. Je t'en prie. Est-ce que je vais me permettre juste d'avancer un petit peu ton micro comme ça, comme ça, t'es tranquille. Et d'ailleurs, je m'excuse de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, mais je reçois beaucoup de messages. Et franchement, moi, les messages qui me touchent le plus, c'est quand on me dit j'ai essayé ça avec mon fils, il n'arrivait pas avec les tables de multiplication, maintenant il l'aime. Je lui montre ses vidéos, il me dit maman, j'ai trop envie d'avoir une maîtresse comme ça donne envie d'aller à l'école. Mais c'est tellement ça que j'ai envie de transmettre, de montrer que on peut très bien apprendre même à la maison, même avec ses enfants, même si on n'aime pas trop la maîtresse ou le maître, même si l'école elle est pas super par exemple dans ce qu'on a, on peut quand même apprendre, avoir des moments où on apprend ensemble et que ce soit un moment de joie. Ça doit... En fait, notre cerveau, nous, en tant qu'humains, on est fait pour ça aussi, pour découvrir, pour apprendre, pour gagner en compétences, etc. Et donc, c'est naturel pour nous d'apprendre. C'est notre nature, on est fait pour ça. Et le fait que parfois l'école brise cet élan naturel, et c'est ce que développe très bien Céline Alvarez dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant », l'école, parfois, elle peut briser cet élan-là. Et c'est ça qu'il faut absolument essayer de contrer en tant qu'enseignant. L'élan de l'école, il doit être évidemment de proposer un cadre, un vrai cadre rassurant, pas un cadre qui brise les enfants, mais un cadre rassurant aux élèves, c'est très important. Elle doit proposer aux enfants une vie qui leur est propre, un endroit dans lequel l'enfant est dans sa société à lui, pas dans celle de sa famille, pour qu'il puisse commencer à voir ce que ça va être un jour d'avoir sa propre vie rien qu'à lui, où il va prendre ses décisions rien que lui-même. Et puis, elle doit aussi pousser cet élan naturel, au lieu de essayer de trop le brider, en fait. En disant, non, c'est comme ça qu'on apprend, et ta technique, elle n'est pas bien, et non, tu vas t'asseoir et tu vas faire. Ça ne peut jamais permettre aux enfants d'aimer apprendre. Jamais. Est-ce que tu as l'impression
tu côtoies, j'imagine, beaucoup de collègues, pas forcément dans ton établissement, Bien mais sûr. peut-être ailleurs, que tout le monde a cette même pensée que toi. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de collègues qui trouvent que... Je pense qu'il y a pas mal de collègues qui sont dans une vision encore assez traditionnelle de l'école. Ouais. C'est sûr. Il y a d'autres collègues qui sont profs parce que ça les arrange, en fait, d'avoir les horaires qui leur permettent de peut-être être avec leur famille, ce que je comprends aussi, mais qui sont pas passionnés par leur métier, qui le font bien, mais qui le font pour pas s'arranger, forcément pour les bonnes raisons. Exactement. Par contre, ce que je remarque, c'est que vraiment, j'ai l'impression que c'est un métier dans lequel il y a beaucoup plus de gens passionnés que dans les autres métiers. C'est-à-dire que les profs qui proposent des choses de manière complètement gratuite sur Internet, qui sortent entièrement qui est entièrement le fruit de leur créativité, qui partagent avec les autres, qui cherchent des méthodes, qui sont constamment en train d'essayer de savoir de manière très précise comment, par exemple, gérer les comportements dans la classe, comment instaurer des rituels qui vont permettre aux enfants d'apprendre des nouvelles choses, comment aider les élèves qui sont en difficulté, stimuler ceux qui sont en avance. Mais il y en a vraiment énormément. Enfin, c'est impressionnant, je trouve. Mais plus maintenant qu'avant ou pas? Parce que tu me dis ça, je me dis, moi je suis trop content que tu me dises ça. Je suis content de savoir qu'il y a des profs passionnés qui ont envie de transmettre comme toi. Mais j'ai l'impression que de notre époque, tu vois, moi j'ai des souvenirs peut-être dans ma vie d'un ou deux profs passionnés que j'ai kiffé, qui m'ont marqué. Et tu sais, j'ai un autre podcast où je reçois des personnalités. Et tous, vraiment, pas tous parce qu'on va pas voir là, mais un gros pourcentage du moins, comme moi, en fait, aiment le fait d'apprendre, mais n'ont pas du tout adhéré à l'école. Au système d'éducation, enfin de comment sont faits les... Moi, je sais que j'avais souvent ce truc-là, avec les profs au collège, de faire des rédactions. Moi, j'adorais le français, tu vois. Mais de faire des rédactions en disant, écoutez, c'est pas que je vous respecte pas, mais ce que vous m'enseignez, je sais que j'arriverai, ça va pas me servir. Tu vois, je parle de trucs de physique et tout. Si t'as pas une vocation de faire un truc dans ce domaine-là, moi, parce qu'il n'était pas mon cas, je savais que ça allait pas me servir. Et tu sais, j'ai l'impression qu'il des fois, il y a ce truc un peu de robot, sans jeter la pierre encore une fois sur les profs qui font avec ce qu'ils ont, avec les armes qu'ils ont, tu vois. Mais cette passion-là, en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressentie. Et pour parler avec des proches ou des gens que je reçois, effectivement, des fois, ils ne la ressentent pas de la part de tout le monde. Alors après, c'est vrai que j'ai l'impression que dans l'enseignement primaire, élémentaire, maternelle et élémentaire, il y a beaucoup plus d'enseignantes qui ont de la place pour leur créativité. Donc en fait, ça attire les gens très créatifs, je trouve. Après, au collège, c'est vrai que le collège, c'est une période assez critique, à la fois pour les enfants, à la fois pour les profs. Et il y a moins de créativité, il y a un cadre vachement plus rigide. On doit, à la fois quand on est élève, on a envie de se conformer un peu à la foule, à la masse, ce qui fait aussi partie du développement de l'enfant, enfin c'est comme ça. Et à la fois quand on est enseignant, on a envie, là, ça y est, il rentre en 6e, en 5e, il faut qu'il sache vraiment respecter un cadre très rigide. Et souvent, j'ai le sentiment qu'on confond le cadre, qui est essentiel, encore une fois. Être prof, ça veut dire quelque chose. On ne peut pas être mère, on ne peut pas être copine, on ne peut pas être tante. Quand on est enseignant, on est enseignant. Mais parfois, j'ai le sentiment qu'on confond le cadre et qui doit être rassurant, bienveillant, qui est important pour l'enfant, qui sache où est la limite, et la dureté, quoi, le fait d'être strict sans raison. Le cadre, il est là pour rassurer, il n'est pas là pour briser et brider. En fait, évidemment qu'on doit apprendre à respecter ce cadre et on doit trouver la limite, c'est important pour le fonctionnement de chacun. Mais c'est important aussi de savoir s'adapter parfois à certaines situations, à certains élèves, de faire en sorte, encore une fois, d'amener tout le monde. Je trouve que... Alors, je réagis à ce que tu as dit juste avant sur la physique. Oui, c'était pas un truc qui t'a servi aujourd'hui, la physique, mais le rôle de ton prof de physique, c'est de te montrer que tu vois, autour de toi, il y a plein de fonctionnements dont tu ne te doutes même pas, tu vois. Et en fait, le fait de savoir que les choses fonctionnent de cette manière, de l'avoir entendu au moins une fois, ça te montre que, tu vois, ça te fait gagner en humilité et puis ça développe ton esprit critique aussi. Donc c'est aussi le rôle de l'école de te donner, on ne sait pas en fait, tu lances une bille et tu vois, moi c'est ce que je me dis avec mes élèves, j'ai planté mes graines, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, j'ai tout donné. Je sais que j'ai fait de mon mieux pour que le jour où ils ont besoin d'utiliser les outils que je leur ai donnés, ils puissent les utiliser.
Comment ils vont les utiliser, j'en ai aucune idée. J'espère pour le bien, mais on ne sait pas. Tu peux pas savoir l'avance, bien sûr. Toi, tu te contentes de faire ce que tu as à faire. Ouais. Et après, c'est plus entre tes mains. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un autre facteur sur la motivation des profs. C'est évidemment la rémunération, les conditions de travail. Et à la fois, quand tu travailles pour un mastodonte comme l'Éducation nationale, tu vois, l'Éducation nationale, c'est pas une petite entreprise familiale, quoi. C'est un truc énorme qui traite. Enfin, c'est une culture. Enfin, on pourrait presque dire c'est une culture d'entreprise, même si c'est pas une entreprise, mais c'est une culture professionnelle qui presque parfois, qui peut sembler pour les gens qui travaillent pour l'Éducation nationale un peu froide, quoi. Ça doit être. C'est dur de. Ouais, il y a peut-être pas le lien. Il y a peut-être ce lien de c'est mon employeur. Ouais. Plutôt que ça devrait être plus un lien entre guillemets de travailler ensemble main dans la main. En tout cas, on est loin de. Tu vois, quand on est prof, on est très 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 loin de nos employeurs. On est très très loin de l'Éducation nationale. Je vois. On a 3 visites de carrière dans l'année. On a 3 visites de carrière tout au long de sa carrière. C'est très peu. Ah ouais. Pourquoi c'est aussi peu d'ailleurs? Ça a toujours été comme ça ou c'est Je sais pas comment est-ce que ça a évolué. J'avoue que je ne connais pas l'évolution de ce système, mais je trouve en tout cas qu'aujourd'hui c'est peu. C'est dingue parce qu'au final, quand on fait on est employé quelconque dans une entreprise, tous les ans on a des bilans. On a au moins tous les ans un bilan de compétences, de où on est, etc. Ouais, et je pense qu'au bout d'un moment, en fait, quand t'es prof, t'as été motivé quand t'étais jeune, on t'a un peu trimballé à droite à gauche, on n'a pas écouté ce que tu voulais, on n'a pas fait, on n'a pas fait attention à ton désir, on a ignoré les signaux que t'envoyais, tu fais le strict minimum. Oui. Voilà. Encore une fois, je refais le parallèle, mais c'est comme dans toute entreprise. Quand tu es là depuis longtemps et que tu as des demandes, etc., et que tu es ignoré, tu t'es là sans être là. Tu fais le minimum et puis tu as c'est sûr. Mais à la fois, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une partie des gens qui se lancent dans ce métier en disant c'est un métier comme un autre. Non, ce n'est pas un métier comme un autre. Et il faut se lancer dans ce métier quand on est prêt à évidemment vivre une aventure exceptionnelle, mais aussi à faire des croix sur certaines choses, à s'investir plus, à être payé pas assez pour son travail. Enfin, il faut l'accepter. C'est un métier passion. C'est un métier passion. Il faut l'accepter, voilà. Est-ce que toi, quand tu étais élève, ça t'a servi, enfin, quand tu étais passé de l'autre côté, tu es devenue enseignante, tu t'es dit, il y a des trucs que moi je faisais quand j'étais élève, je comprends. Tu vois, t'as ce truc-là un peu? En fait, j'ai le truc. Moi, je viens donc d'une famille russe. Ma maman, elle est russe, et donc l'école, c'est l'école qui m'a cultivée parce que moi, j'ai reçu une éducation culturelle plutôt russe du côté de ma maman. Mes parents étaient divorcés, donc je voyais mon papa un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Mais quand j'étais avec ma maman, je ne recevais pas d'éducation culturelle française, vraiment. D'accord. Donc, c'est l'école qui m'a inculqué ça. Donc, moi, je suis très reconnaissante vis-à-vis de l'école parce que elle a rempli son rôle, vraiment, de me fournir un vrai cadre, de me donner accès à une éducation que moi, je n'avais pas. Et aujourd'hui, au lieu d'en avoir une de culture, j'en ai plusieurs. Donc, j'en suis hyper reconnaissante. Ouais, trop bien, ouais. Et oui, je vois souvent... Enfin, tu vois, je me sentais vachement en décalage, mais je pense que c'est le cas de plein d'enfants, de se sentir jamais vraiment appartenir, toujours en décalage. Et aujourd'hui, je me dis, c'est bien. Parce que même dans l'éducation nationale, je me sens un peu en décalage. D'accord. Et ça veut dire que c'est un décalage positif parce que je me dis, ce décalage-là, il va me permettre de toujours avoir un regard un peu critique, tu vois, de jamais complètement adhérer à quelque chose. Et ça, je pense qu'une partie de cet apprentissage-là, je l'ai eu à l'école avec mes profs. D'accord. De développer vraiment un esprit, un regard sur les choses qui n'est pas une adhésion totale à quelque chose. Tu vois, je me méfie toujours de cette adhésion totale à un dogme, à quelque chose, à une culture. Ça, c'est la vérité, ça, c'est parfait. C'est jamais vrai, en fait. Tu vois, et ça, c'est toujours un petit peu dangereux, je trouve. Tu veux garder ton libre arbitre de se dire je prends un pas de toujours côté. Un pas de côté. Ouais. Alors, du coup, l'inconvénient, c'est que tu te sens jamais complètement... dans le truc, t'es jamais, tu vois. Mais moi, c'est un sacrifice que je suis prête à faire. Et tu vois, mon mec, par exemple, mon fiancé, il est chercheur. Et lui, il a encore plus cette culture-là de l'esprit critique. Et avec lui, j'ai encore plus appris ça. Et c'est dur parce que, en fait, quand tu vois quelque chose, que t'apprends quelque chose et que ça te paraît bien, t'as envie d'adhérer, t'as envie de dire ah mais c'est génial, mais j'adore, mais et c'est dur de se dire attends. Calme-toi, Micheline. Prends tes lunettes, regarde un peu ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que tu n'adhères pas. Mais ça veut dire que tu sais que voilà, il peut y avoir ce problème, cette limite. Exactement.
Je comprends. Dans tes méthodes d'enseignement, tu fais un podcast avec tes élèves. Ouais. J'ai vu ça pareil sur tes réseaux sociaux. J'ai trouvé ça charmé. Moi, je kiffe en fait à partir du moment où on incorpore des trucs, typiquement le podcast, auxquels ils vont être confrontés. En fait, c'est des outils, c'est ce qu'on consomme tous aujourd'hui. Exactement. D'inclure ça dans leur quotidien dès le plus jeune âge, parce que de toute façon, ils vont être amenés à consommer ce truc-là. C'est quoi le but de faire ça, par exemple ? Bah justement, c'est exactement ce que tu viens de dire, de leur apprendre des choses, enfin, d'utiliser le podcast comme un moyen déjà pour apprendre à écrire, à créer, à développer la créativité. Donc tout ça, c'est pareil, ce sont des compétences qu'on développe à l'école. Ouais. Et à la fois, de le faire dans un objectif concret, précis, utile, intéressant. Moi, j'adore les podcasts. Ouais. Je trouve que c'est une super manière de s'informer, d'apprendre des choses. C'est une autre manière encore qu'on a aujourd'hui d'avoir un regard sur le monde, d'écouter le monde d'une certaine manière. Et puis, ça les investit vraiment dans un vrai projet. C'est pas juste on écrit, on décortique la phrase pour, dans l'absolu, savoir comment fonctionne la phrase. Après, ça, on va l'utiliser quand on va faire un podcast, quand on va écrire un texte pour le lire, quand on va chercher un sujet. Et puis, il y a un vrai enjeu avec les enfants aussi, qui est que c'est très difficile pour eux de se faire vraiment confiance, enfin pour certains en tout cas, et d'écrire, de se lâcher, tu vois. Et le podcast, ça leur permet vraiment, allez vas-y, t'as envie de parler de quoi, dis-le. Okay. Mais je sais pas, maîtresse, mais moi je sais pas faire. Et tu vois, ça, il faut le débloquer parce que c'est super important après quand on est face à des apprentissages, à des exercices, à la vie, quoi, de se faire confiance. Ouais, de fou. Ça les forme pour. C'est une école une école dans l'école pour plus tard carrément. Comment tu t'es vite trouvé à ta place quand tu as commencé ce métier. Tout de suite, tu t'es dit c'est bon, c'est pour moi, c'est ce truc-là que j'ai envie de faire. Ça a un sens, ça a le sens que je cherchais. Je me suis rapidement dit waouh, ok, c'est ça travailler, j'adore. Okay. Parce que j'avais super envie de travailler. J'aimais bien les études et à la fois, je suis une fille assez active, tu vois. La fac, c'était chouette, mais c'était pas assez d'activité pour moi. J'avais envie de plus, d'être sur le terrain, d'avoir des clients et surtout, j'adore le lien humain. Okay. Donc, j'adore parler avec les gens, j'adore rencontrer des nouvelles personnes et ça me manquait beaucoup à la fin. À la fac, à la fois, t'as plein de potes, mais à la fois, c'est pas pour ton travail, tu vois. Genre, voilà. Oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, j'étais super contente d'arriver sur le milieu, dans le monde de l'emploi. J'étais contente d'avoir un CDI. Mon père était hyper fier de moi. Ma fille, tu as signé un CDI. Et moi, j'étais là. Ok. Ouais, c'est pas. Fine, tu vois, genre, on n'est pas du tout de la même génération. Et en fait, voilà, c'est 9h-18h. T'as des clients qui sont relous, qui comprennent pas ce que tu leur dis. Toi, t'es pas hyper motivé parce qu'en fait, c'est quoi le but, tu vois, de ton job? Enfin, moi, en tout cas. Attention, pas du tout le métier de manière générale, mais moi, j'y voyais pas vraiment d'intérêt, quoi. Je me disais, je travaille comme ça, mais pourquoi? Pour satisfaire mon client X, mon client Y. Ouais. Non, j'ai pas fait ces études-là, j'ai pas fait mes voyages. En plus, je me disais, j'ai une tonne d'énergie à transmettre. Je veux pouvoir le mettre vers quelque chose de positif, tu vois, vers un truc auquel je crois vraiment. Et tu dois faire ça là longtemps, très longtemps. Ça, mais d'autres choses à côté. Ok. Forcément. Enfin, de toute façon, c'est comme le fait que je choisisse le primaire parce qu'il y a plein de matières. Ouais. Bah, c'est pareil dans ma vie. J'ai ça, j'ai ma page, j'ai un podcast qui est en préparation avec mes anciens élèves. Okay. J'écris, enfin, tu vois, il se passe plein de choses dans ma vie et je suis contente parce que quand je termine l'école, je sais que je vais pouvoir me mettre dans un autre projet qui est lié à l'éducation. Mais ça va être un autre projet. Ok. Ouais, t'as un peu cette hyperactivité professionnelle, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien. T'as envie de faire plein de choses, d'être en tout. J'ai appris avec le temps à prendre soin de moi. Donc, je dors, j'essaye de dormir au moins 7 heures. Avant, je pouvais faire du sport le matin à 6 heures, après aller bosser, après voir mes potes, rentrer chez moi à 2 heures du mat et recommencer le lendemain. Ouais. Et maintenant, j'ai appris avec le temps que tu peux pas être, tu vois, c'est important de prendre le temps aussi de faire les choses. Et moi, j'ai un peu tendance à pas le prendre. Et c'est encore Céline Alvarez que j'adore qui m'a, on dirait qu'elle m'a parlé, mais parce que quand j'ai lu son livre, j'ai eu vraiment le sentiment que, voilà, il y a des moments, des rencontres littéraires comme ça où tu lis et tu te dis, mais tu entends la personne en train de te parler, tu vois. Ouais. Et elle dit à la fin de son livre, elle termine en disant, si je me souviens bien, que si elle avait un conseil à donner aux enseignants, c'est de prendre soin d'eux. Ouais. Donc, de bien dormir, d'avoir des bonnes relations, de prendre soin de soi parce que, effectivement, quand t'es enseignant, tu te rends compte, tu peux pas arriver en classe crevé, quoi. T'es
t'es face vraiment à 30 élèves qui ont besoin de ton énergie. Et toi, pour être bien et pour pas être au bout du rouleau et pour pas mal leur parler et pour pas être agacé, il faut que tu sois en forme. Donc, j'ai appris à la fois avoir plein d'énergie pour mes projets et à la fois à prendre soin de moi. Ce que j'avais demandé, parce que mine de rien, ton travail, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors Dieu merci, maintenant on arrive beaucoup mieux à ce que tu disais tout à l'heure, à diagnostiquer quand il y a des enfants qui ont des troubles ou l'hypersensibilité, enfin toutes ces choses-là qui avant étaient complètement t'étaient laissées pour compte. Enfin, et c'est pas de leur faute parce que c'est juste qu'on n'avait pas les outils, peut-être on en parlait peut-être pas assez, je sais pas. C'était peut-être pas autant démocratisé, même si encore ça l'est pas encore assez, je trouve. Mais tu arrives à gérer tout ça. Je pense aussi au téléphone, le truc des réseaux. Maintenant c'est de plus en plus jeune. Je vois, mais j'ai des neveux qui sont jeunes et tout. Je me dis waouh, attends, à cet âge-là, ils savent déjà faire ça, tu vois. Et comment tu arrives à gérer toi tout ça en plus de ta vie perso, de ce que tu fais à côté? C'est pas Je me dis, c'est beaucoup de pression quand même, des fois, de temps en temps, tu vois. C'est une vraie responsabilité, en fait, ton métier, mine de rien. C'est une vraie responsabilité, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs une des premières choses que je me suis dit en arrivant dans ma première classe, c'est je me suis rendu compte du pouvoir que j'avais sur eux. C'est fou. Ça m'a glacé le sang. Je me suis dit, bon, moi, j'ai des bonnes intentions, j'ai envie de les aider, je sais que je travaille sur moi pour être dans un lien qui est sain, tu vois, pour mettre une distance saine entre eux et moi, et à la fois pour toujours avoir un ton correct avec eux, même si on n'arrive pas tout le temps à garder ça, forcément, on est humain, mais un ton bienveillant. Mais je me dis, si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait été mis ici, qui passe le concours, tu vois, tu passes le concours, tu passes les oraux, les écrits, personne ne connaît ta personnalité, personne ne sait comment t'es. Tu peux avoir un pouvoir tellement destructeur sur les élèves et les phrases qu'on entend de nos enseignants qui nous ont marqués dans le mauvais sens du terme, on les oublie jamais en fait, elles résonnent à jamais dans notre tête. Et ça c'est assez vertigineux quoi, le pouvoir qu'on a dans une classe. Et du coup, ça confère encore plus de responsabilités parce que c'est un pouvoir qu'il faut savoir, faut prendre conscience quoi, de cette immense responsabilité que c'est d'être face à eux parce qu'ils te font confiance entièrement et cette confiance, il faut qu'elle reste intacte à la fin de l'année. Bah oui. Et presque, il faut qu'elle se propage et que eux aussi ils prennent confiance en eux, que tu sois, encore une fois, moi je me dis, j'ai envie qu'à la fin de l'année, presque, ils arrivent en classe et qu'ils puissent travailler de manière fluide et qu'ils puissent... Tu vois, je veux les aider à être autonomes dans leur apprentissage. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils apprennent. Je veux qu'ils sachent eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire ici. Oui. Je veux pas que tout repose sur moi. C'est malsain quand tout repose sur une seule personne. Il faut que ça ait un sens pour eux aussi d'être là, de faire les choses. C'est eux qui apprennent finalement, tu vois, et ils doivent être fiers d'eux. Donc... Mais je sais même plus quelle était la question. Non, je te demandais si c'était pas trop de pression de temps en temps d'avoir à gérer. Alors c'est une grande responsabilité, c'est vrai. Mais moi je suis une aînée. Donc les aînés souvent. Ça raconte quand même. Ça se la raconte. Hein. Légèrement même. Non mais les aînés, enfin je sais pas. En fait c'est parce que ce matin j'ai vu un reel qui disait genre ta personnalité selon ta place dans la fratrie. En plus moi je suis fille unique de mes parents, mais j'ai des demi-sœurs. Bref. Donc en vrai j'ai la fille de ma belle-mère qui a 2 ans de plus que moi, mais de mes frères et sœurs biologiques, je suis l'aînée, on va dire. En tout cas, je suis dans les plus grandes, voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Et j'ai l'impression, et puis j'ai beaucoup vécu avec ma mère, elle et moi, je me suis beaucoup occupée de ma petite sœur. Donc en fait, très tôt, j'ai eu des responsabilités. Genre, je rentrais chez moi, je me faisais à manger le midi, par exemple, depuis que je suis en élémentaire, tu vois. Je rentre chez moi, elle me laissait des trucs dans le micro-ondes, et puis moi, je me faisais chauffer, je voulais manger chez moi. Je rentrais le soir, je faisais mes devoirs toute seule. J'ai été vachement responsabilisée, autonomisée, ce qui est super sur plein d'aspects, parce que du coup, ça m'a appris à grandir, quoi. Et donc, du coup, j'ai jamais eu peur de la responsabilité. Donc, ça m'embête pas. Les autres ont un peu tendance à décharger leur responsabilité sur moi. Donc, maintenant, j'apprends à leur dire... Ta responsabilité, mon frère, ma responsabilité, tu vois, chacun la sienne. Mais voilà, et sinon... je suis bien entourée, je suis avec un mec incroyable qui est tellement qui me soutient à fond. C'est important. Qui m'a toujours regardé avec un regard hyper bienveillant, qui m'a toujours aimé super sainement, genre jamais il voulait qu'on se confonde lui et moi, et il le veut toujours pas et moi non plus. J'ai des amis, mais j'ai même pas les mots pour les qualifier, c'est des amis exceptionnels, et surtout des amis que j'ai depuis longtemps et des amis que je me suis fait là il y a pas longtemps. Donc j'ai un bon cadre de vie, je suis bien.
Je pense qu'il faut un bon cadre de vie extérieur pour pouvoir faire aussi ce métier dans des bonnes conditions, je pense. Clairement. Pour instaurer, comme tu disais tout à l'heure, un bon cadre professionnel, il faut en avoir un sainement dans ta vie perso. Franchement, ouais. Et surtout quand t'es prof. Et tu vois, quand j'ai passé le concours, j'ai vu plein de profs, futurs profs certainement, hyper jeunes, tu vois, sur Snap et tout. Moi, j'ai même pas Snap. Ah ouais. C'est vrai, mais hyper jeunes, genre quoi? Ils 25, sont en master, quoi, tu vois. Okay, donc même pas 25, plutôt 21, 25, 22. Ouais, ok, d'accord. Et à la fois, je trouve ça génial parce que, en fait, ils vont vraiment être dans un lien peut-être plus de proximité, tu vois, avec les élèves. Et à la fois, je me dis, c'est jeune pour enseigner à un élève. Mais pourquoi pas? Enfin, j'ai regardé ça en me disant, c'était à la fois tendre et wow, putain, 21 ans, tu vois. Oui, parce que on vient de parler de la responsabilité que c'est, que le pouvoir que c'est. Et après, il y a des gens à 20 ans, ils sont hyper matures, bien plus que certains à 30. Mais il y a aussi des gens immatures aussi à 20 ans. Donc, mais d'ailleurs, c'est un peu, tu vois, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Ça arrive, il y en a, ils arrivent devant la classe et ils se disent, mais what am I doing here? Ouais. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. Enfin. Après, tu peux essayer, comme tu disais aussi tout à l'heure, ça peut ne pas te correspondre et arrêter et faire autre chose. C'est super. Il faut faire plein de trucs. Moi, c'est pour ça que quand tu me dis tu vas faire ça toute ta vie, je me vois pour l'instant, je suis tellement bien. Je vois que c'est là que je m'épanouis. Et puis, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Et puis, plus tard, on verra. J'ai tous mes projets à côté. Peut-être que je ferai j'ai envie de faire de la formation aussi, d'être formatrice un jour. Peut-être d'avoir d'autres responsabilités. Je me suis inscrite l'année dernière. Et pour le faire cette année, mais finalement, j'ai pas pu le faire, donc peut-être rentrer l'année prochaine, au Collège Citoyen. C'est un programme de formation de 4 mois qui aide les jeunes et moins jeunes citoyens français qui ont des projets à porter, qui les accompagne pour porter ces projets-là au niveau national. Tu vois, mener top, ça. Essayer de participer aux politiques publiques. Et donc, du coup, je me suis inscrite, j'ai été acceptée, je suis hyper contente et fière. Et je me dis que ça aussi, notamment porter la cause des violences faites aux enfants, ça c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais beaucoup pouvoir sensibiliser à ce sujet davantage. Je sais qu'on est encore plutôt tous dans un sommeil profond paradoxal à ce sujet. Complètement. Mais voilà, c'est la prochaine vague. Tu vois, pour moi, après le féminisme, c'est vraiment la prochaine vague de prise de conscience de société. Quoi. La manière dont les enfants sont traités, c'est encore un énorme problème. C'est un énorme problème. Je vais juste paraphraser ce que tu dis, donc je vais pas en rajouter, mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu penses quoi aujourd'hui des méthodes d'éducation? Je m'explique. Moi j'ai 33 ans, on est de la même génération, mais je vois les exercices, les bulletins de mes neveux. Je suis dépassé. Parce que déjà j'ai pas été hyper loin à l'école, je me suis vite désintéressé, je me suis instruit par moi-même, tu vois. Mais ce truc par exemple, il y a pas de notes. Il m'expliquait à la fois, il m'a envoyé mon neveu, il est en 5e. Il m'a envoyé son bulletin, mais tu sais, il y avait des espèces de, c'était des compétences. Voilà, en fait. C'était des compétences et tout. Et moi je me dis, j'ai un fils là qui va avoir 2 ans là, cet été. J'appréhende le moment où il va se retourner vers moi et qui va me demander d'aide. Je lui dis oui, ta mère est juste là, regarde, elle est là. Regarde, elle est en train de calculer là, tu lui demandes. Elle est bien plus forte que moi, elle va t'aider. Mais non, mais c'est vrai parce que j'ai l'impression que ça évolue tout le temps en fait. Enfin souvent et beaucoup et rapidement plutôt. Ce qui est un peu problématique, je pense, c'est qu'il y a peu de pédagogie qui est faite vis-à-vis des parents pour leur expliquer ce que ça veut dire ce bulletin, ce que ça veut dire le A, ce que ça veut dire le B, ce que ça veut dire le C, et surtout qu'est-ce qui est évalué. Aujourd'hui, et je pense que on doit s'en féliciter, on évalue les compétences. Donc ça éloigne un peu de l'évaluation juste du français ou même de l'élève en lui-même, tu vois. On évalue la compétence, je sais pas, respecter autrui, tu vois. C'est une compétence d'éducation morale et civique. On va évaluer la compétence de reconnaître les principaux constituants de la phrase, par exemple. Donc peut-être que tu sais reconnaître les principaux constituants de la phrase, donc là tu vas avoir A, mais par contre, en conjugaison, ça va être un peu plus compliqué, donc conjuguer le verbe être et avoir à l'imparfait, là. Mais du coup, c'est très précis. Beaucoup plus précis, mais du coup, il y a beaucoup de compétences. Enfin, tu vois, t'imagines, en français, il y en a plein, en maths, il y en a plein. Et voilà, ça participe aussi, en fait, tout le jargon de l'éducation nationale, il éloigne les profs et les parents. Et c'est ça, c'est un des problèmes. C'est un problème. Mais c'est dommage. C'est dommage. Il faudrait plus de pédagogie, il faudrait essayer de réfléchir à quoi sert la note. Elle sert à quoi, cette note? Je me pose la question, elle sert à... Tu noterais pas, toi? Ou différemment? Je sais pas, en fait, ça dépend à quoi ça sert.
Si ça sert à voir à quel point tu as évolué, genre je me prends en photo avant ma sèche, je me prends en photo après ma sèche, bon, tu as vu ton parcours, ok. Donc tu veux évaluer ta progression. Donc tu vas dire là, j'ai réussi à faire 4 questions, maintenant j'en fais 6, je vais un peu plus vite. Ok. Maintenant, est-ce que ce qui compte, c'est que tu aies vraiment pris de la force et que tu puisses mieux porter tes courses et que tu as envie d'être en bonne santé, que tu vieillisses moins vite, que tu sois plus en forme? Ou est-ce que tu veux juste poster ta photo sur Insta cet été quand tu es à Ibiza et donc du coup, ça te suffit en fait de juste... oui, je comprends. On cherche quoi en fait? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on évalue l'enfant? En fait, je me dis ça parce que dans ta description de podcast avec les enfants, tu parlais de ça aussi, que c'était une méthode pour suivre un peu l'évolution des enfants au début, à la fin, etc. Ouais. Et je suis d'accord avec toi et je me dis, mais est-ce qu'à côté de ça, la note sert pas, je sais pas, comme un facteur rassurant pour les parents? D'évaluer, de se dire, mon enfant, est-ce qu'il est capable ou pas? Est-ce qu'il a réussi? Tu vois, et ça, c'est hyper malsain parce qu'en fait, il y a beaucoup de parents aussi qui se projettent, c'est-à-dire ils vont voir la note de leur enfant. Et si c'est un C, ils vont se sentir responsables de cet échec. Ouais. Alors qu'il ne peut y avoir que... Enfin, tu vois, donc il y a plusieurs responsables dans cet échec, entre guillemets, qui n'en est pas un, mais on va l'appeler comme ça. Il y a l'enfant, on va dire, peut-être qu'il ne s'est pas concentré, qu'il n'a pas écouté, ça c'est une option. Peut-être qu'il a un trouble. Dans ces cas-là, c'est pas le parent qui est responsable, ni l'enfant, c'est son trouble, donc personne n'est responsable. Peut-être que c'est l'enseignant qui a... Tu vois, quand tu corriges tes copies et que tout le monde a en dessous de 10 sur 20... faut peut-être se poser des questions. Peut-être pas se dire, vous êtes tous une grosse bande de merde. Peut-être qu'il faut te dire à toi, peut-être que moi, j'ai pas réussi à transmettre. Et c'est OK. Ouais. Ça arrive. Parfois, on est moins en forme, on a moins envie. C'est un sujet qui nous passionne pas. Mais il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc, parfois, les parents, ils veulent se substituer aux profs. Mais c'est pas à eux de faire ce travail. Mais je dis ça pour eux, en fait, en leur disant, c'est pas votre responsabilité. Donc, s'il y a un C, OK. S'il y a que des C, peut-être qu'il y a un trouble, peut-être qu'il y a un problème, peut-être que l'enfant, il est pas à l'aise en classe, peut-être qu'il comprend pas bien. Enfin, tu vois, il peut y avoir 1000 raisons, en fait. Mais en tout cas, c'est la faute du parent que quand il maltraite son enfant et que du coup, il n'est pas en mesure d'apprendre. Parce qu'un enfant qui subit des violences, son cerveau ne peut pas complètement être disponible pour les apprentissages. Et ça, c'est comme ça. Ça, c'est clair. Ça, on est d'accord. Qu'est-ce que toi, tu mettrais en place, si tu pouvais mettre quelque chose en place pour renforcer justement ce lien entre l'école, entre les parents, ce lien pédagogique, tu mettrais quoi en place? C'est une très bonne question. Peut-être des moments un peu informels de rencontres entre parents et profs. Peut-être des moments où les parents sont impliqués dans certains moments de l'école pour qu'ils puissent voir comment ça se passe et que ce soit décidé en concertation avec l'enseignant. Genre, je sais que cette année, j'ai fait venir les parents là... Moi, j'étais un peu frileuse avant de faire ça, mais je me rends compte que c'est vraiment une bonne chose. Je les ai fait venir le 12 mars pour le quart d'heure de lecture nationale et les parents sont venus lire aux enfants. Donc, il y a des parents qui ont lu des sketchs, des parents qui ont lu des pièces de théâtre, d'autres qui ont lu des contes, d'autres qui ont lu des fables. Enfin, c'était génial. On a passé 1 heure. Les enfants, ils étaient accrochés aux lèvres des parents pendant plus d'1 heure. Tu vois, c'est compliqué de se concentrer quand on a 8 ans pendant plus d'1 heure. Et les parents étaient ravis de pouvoir venir, de voir leurs enfants, aimer écouter les histoires. Ça a créé un lien positif avec la lecture, parce que du coup, finalement, lire, c'est un moment de partage. Et je pense que ce genre de moment-là, ça peut renforcer les liens. Et puis voilà, il faut vraiment comprendre que mais je pense que c'est un peu une volonté aussi de l'éducation nationale aujourd'hui, d'essayer de renforcer le lien parent-prof en essayant de faire plus de pédagogie, d'expliquer plus. Il faut se débarrasser du jargon. Le stylo qui est appelé par les formateurs de l'éducation nationale comme l'outil scripteur. Et ça, c'est niette, quoi. C'est niette. Enfin, un stylo, c'est un stylo. Et si on appelle ça un outil scripteur, on s'éloigne, en fait, des gens. Parce que les gens, on doit leur parler des mots qui sont en termes audibles, intelligibles. À la fois, rien ne nous empêche d'élever le niveau, entre guillemets, mais quand c'est pas nécessaire, c'est pas la peine. Parce que là c'est le cas. Ouais. Outil scripteur. Outil scripteur. Mais on dit ça à quel moment, quand? Voilà, c'est ça. Non mais là alors Moi, on m'a dit ça. Votre meilleur ami, c'est votre outil scripteur. Donc quand on forme les enseignants, on leur parle comme ça. Ouais. Et toi, t'es censé retransmettre ça aux élèves ou c'est non, comment? Pas du tout. C'est pour toi, quoi. Ah, c'est pour toi. Mais oui. Mais pourquoi? Mais quel intérêt? Il est où? Je le vois même. Je le vois. Outil scripteur. Non, mais je te jure que si tu me dis outil scripteur sans contexte, je sais pas de quoi tu me parles. Mais bien sûr. Je n'ai aucune idée de quoi tu me parles. C'est un truc pour graver sur une tablette, c'est genre. Outil scripteur. Non mais on dirait, tu sais, les métiers où il y a le nom stylé et tout pour dire qu'en fait juste tu fais le ménage, quoi. Tu vois, genre on dirait vraiment ce truc-là, quoi. Ah mais c'est fou.
Ok, outil scripteur, et maintenant on te parle comme ça, d'accord. Voilà. C'est tout. Ouais, en fait, c'est une perte de temps en plus, en vrai. J'ai l'impression, moi je te dis ça extérieurement. La vie et le jargon, quoi. C'est plus du tout corrélé. Bah, carrément, ouais. Mais tu vois ce que tu disais là par rapport au moment des parents dans le truc, c'est marrant parce que tu vois, moi, mon fils qui est à la crèche, en fait, on a ce truc-là à la crèche. Ouais. De t'es inclus, des fois il y a des journées, les parents ils peuvent venir. Et t'aimes bien ? Ouais, moi je kiffe. Ouais. Tu vois, et c'est même con, dans la crèche où il est, c'est une crèche Montessori aussi. Et ben, tu sais, t'as une application avec les photos. Des fois dans la journée, tu peux voir de temps en temps ce qu'il fait. Ouais. Et c'est con parce qu'en fait, mais c'est un petit kiff de se dire, bon, je vois qu'il s'est amusé, aujourd'hui il a fait ça. À la fin, quand tu vas aller chercher ton enfant, il y a une transmission qui se fait. Bien sûr. Aujourd'hui, il a fait ça, ceci, cela, ça n'a pas été, il a mangé comme ça et tout. Et en fait, c'est vrai qu'après, à l'école, ça se perd. Et au final, c'est fou, ça se perd parce que c'est marrant, j'ai une de mes belles-sœurs qui a une fille qui est rentrée à l'école cette année. Ok. CP du coup Non, à l'école petite section, okay. pardon. Et donc, du coup, l'étape d'avant, c'était la crèche. Ouais. Et là, elle a vu l'étape d'après où, en fait, tu passes de la crèche où tu as un vrai lien, où là, d'un coup, en fait, non, tu la laisses toute la journée et t'as plus. Tu sais, ça. Et en fait, je me dis, moi aussi, je vais passer par là, tu vois, après. Et je me dis, en fait, c'est vrai, et plus ça avance dans l'âge, et plus ça se perd complètement, en fait. Parce qu'en fait, c'est vrai alors, il y a deux choses qu'on confond encore. On confond le fait que les parents veuillent s'immiscer parfois dans l'école, qui est le lieu de l'enfant, en fait. Donc, c'est pas leur lieu à eux. Mais ils ont quand même une place à l'école, c'est sûr. Mais ils n'ont pas la place centrale. L'enfant, c'est sa société à lui, il doit se sentir à l'aise à l'école. Maintenant, pour contrer cette volonté-là parfois de s'immiscer, mais en fait, il faut créer d'autres moments à l'école, qui ne sont pas des moments où on va venir regarder ce qui se passe, dire, juger, etc., mais des moments où on va venir passer un moment à l'école parce que c'est le lieu où on apprend des choses, d'accord, et où on transmet des choses. Et donc nous, pendant un moment, en tant que parents, on va se mettre dans ce rôle. Et ça nous permet de comprendre. Ça nous permet d'échanger avec nos enfants sur ce temps imparti. Comme quand un enfant vient sur le lieu de travail de son parent et qui découvre comment c'est le travail de papa. Quand il m'en parle, je ne comprends rien. Mais en fait, quand j'y vais, c'est marrant. Il y a des stabilos. Moi, je me souviendrai toujours quand je suis allée pour la première fois sur le lieu de travail de ma mère, où il y avait un bureau, des stabilos, des pochettes pour ranger des trucs. C'était incroyable pour moi. Enfin, j'ai adoré. Et c'est pareil, je pense. Mais il faut aussi savoir rester à sa place. Parce qu'un enfant, on le met au monde et puis parfois on a un peu le sentiment qu'il est à nous, quoi. C'est ça, ce truc. On se dit c'est mon enfant finalement. Oui, c'est vrai. Et en fait, non. Non, il faut on crée un être indépendant et l'humain, il se développe très lentement. Enfin, sa croissance, contrairement au bébé cheval qui, lui, trace directe, il met du temps à se détacher de ses parents. Mais, mine de rien, on est là pour l'accompagner en tant que parent dans son évolution. Et nous aussi, en tant qu'enseignants, ils ne nous appartiennent pas, ces élèves. C'est les élèves qui sont dans la classe et on doit les accompagner. C'est notre rôle à un moment de la vie. Et puis après, c'est plus notre rôle. Carrément. C'est quoi les plus grosses difficultés liées à ton métier ? Si tu devais retenir 2-3 trucs comme ça. Difficultés ? Ouais, je sais pas, dans la mise en œuvre, dans ton quotidien, ou ce que tu améliorais du moins. Ouais. Alors moi, je pense que j'ai vraiment du boulot à faire au niveau de l'organisation, parce que ça demande quand même d'être assez organisé, chose que je n'étais pas du tout, que j'étais pas assez en tout cas. En tout cas. Bien sûr. Voilà, ça c'est une enseignante, les amis. Et voilà, en tout cas. Que je n'étais pas assez en tout cas. Ouais. Ok. Et très souvent, je mets des cils à mauvais endroits. Bon, bref. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Aucun souci. Et donc, de prendre plus d'avance. Moi, je suis assez last minute quand même. Ah ouais ? Ouais. Surtout dans ton métier, j'imagine qu'il faut un minimum d'organisation et d'anticiper les choses. Mais j'anticipe, mais vraiment pas assez. Il faut que j'apprenne à anticiper davantage. Je pense qu'il y a une vraie difficulté quand tu construis un apprentissage, tu construis une séance pour tes élèves. J'ai du mal encore pour l'instant, je pense que c'est parce que j'ai pas encore suffisamment d'expérience, mais à savoir exactement comment ça va se passer. Donc pour moi, conceptualiser la séance avant de la vivre, c'est compliqué. Donc je le fais, et puis après, je vois que quelque chose que j'avais prévu à la dernière minute se passe super bien. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. D'accord. J'ai prévu ma journée, et puis il y a des moments où je sens que là, il y a quelque chose qui n'a pas été acquis, je m'en étais pas rendu compte, donc je me dis c'est maintenant, il faut que je saisisse tout de suite le coche, j'ai une idée, on va faire un truc, et voilà, donc ça m'arrive de fonctionner comme ça en tout cas. Je sais que c'est pas la meilleure méthode, ouais.
Je sais pas si c'est pas la meilleure méthode, en tout cas, c'est pas la méthode la plus classique. Ok. Voilà. Ça m'arrive d'intercaler au moment où je sens, mais parce que je suis à l'écoute aussi de ce qui se passe dans la classe, tu vois. Donc, dans les moments où je sens, par exemple, où il y a beaucoup d'excitation, où on a eu sport, où là, je sens qu'il y a l'excitation, au lieu de faire ce que j'avais prévu, on va. Oui, t'adaptes en fonction de. Ouais, exactement, je m'adapte, quoi. Mais ce que je disais, oui, donc voilà, donc j'aimerais bien améliorer ce point-là. Et ensuite, ce qui est mes difficultés, il y a vraiment des difficultés aussi sur la place que tu as quand tu es prof. Enfin, tu vois, tu es face à des élèves, tu as envie de les accompagner, de les aider, et puis tu te sens parfois impuissant parce que tu peux faire le maximum, mais parfois, c'est pas suffisant parce que parfois, il y a des parents qui veulent pas voir ce qui se passe, ils ne voient pas qu'il y a un problème, et t'as beau leur dire, t'as beau essayer de leur dire gentiment, t'as beau essayer de les accompagner, ça ne fonctionne pas en fait. Vous êtes formé sur ça, sur la pédagogie avec les parents, à la transmission des choses, à expliquer quand ça va pas, etc. Vous êtes un peu formé ? Pas assez, je trouve. Pas assez. Donc tu te sens parfois impuissant face à tes élèves, et ça, c'est dur. C'est dur parce que parfois, c'est difficile la communication avec les parents. Parfois, elle est super. Hein. Moi, j'ai créé des liens avec certains parents que je garderai longtemps encore, même après que leurs élèves ne soient plus dans ma classe, leurs enfants ne soient plus dans ma classe. Mais voilà. Mais sinon, c'est quand même un métier qui chamboule la vie, et je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais c'est important d'avoir aussi un lien, d'avoir cette transmission, et tu le fais super bien d'ailleurs avec les réseaux. Est-ce que ça a été une des choses pour laquelle tu as envie de te lancer, de partager des moments de vie, des moments de classe sur ces réseaux, de montrer un peu ton travail, de partager ta passion en fait? Je trouve ça, moi, ça m'a énormément apporté en fait, parce que ça m'a fait rencontrer plein de gens super. Ça m'a permis de voir aussi un petit peu quelles étaient les conceptions de l'école des gens qui ne sont plus à l'école. De comprendre plein d'enjeux pour les parents notamment, et puis moi, ça me pousse en fait à avoir envie de créer des choses, à avoir envie de me dépasser, à avoir envie de montrer tout ce qui se passe à l'école, de manière bienveillante, de montrer aussi qu'il y a plein de moyens d'apprendre et qu'il n'y a pas juste une seule méthode, et que on peut être dans une case qui n'est pas la case standard, et pourtant très bien réussir et super bien s'adapter, et que l'école, c'est juste un des moyens qu'on a de s'épanouir. Ça serait génial si ça pouvait être un lieu d'épanouissement pour tous les enfants, mais que voilà, c'est pas grave si ça l'est pas. Il y a d'autres endroits aussi où on peut s'épanouir. Apprendre, c'est partout. Et au final, on se demandait tout à l'heure, c'était qu'est-ce que tu mettrais en place, tu pouvais renforcer ce lien avec les parents. Au final, ça fait partie des moyens en fait. Mine de rien, ce truc-là de partager ton quotidien. Complètement. Ceux qui, les parents dont tu as les élèves savent que tu es leur prof, et donc ils voient un peu ce qu'ils font, ce que les élèves, comment ils apprennent, etc. Et finalement, exactement. C'est aussi renforcer le lien, quoi. T'as raison, complètement raison, exactement. Anna, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je suis très content de t'avoir reçu pour inaugurer ce nouveau format. C'était très cool. J'espère que toi aussi, c'était... passé un bon moment. Hyper bon moment, merci beaucoup de m'avoir reçu. Franchement, c'était hyper cool. L'ambiance J'espère que l'ambiance était sympa. Il y a hyper détendu. Il y a eu des petits off pour le best-of. Il y a eu des off. C'était cool. J'espère que les gens, en tout cas, on aura appris un peu plus sur ton métier d'enseignante aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est enseigner, comment on peut y arriver. La vie d'enseignante sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, pour te suivre. Je sais que tu as une année incroyable qui arrive, un mariage, des projets. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci en tout cas, beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu présent, c'est très cool, et je te dis à très vite. Anne. À très bientôt, merci beaucoup. Ciao.